Bonsoir et bienvenue sur Europe 1 dans cette émission qui est la vôtre et où vous pouvez aborder tous les thèmes qui vous touchent puisque aucun sujet n'est défini à l'avance. C'est vous qui, en fonction de votre humeur du moment, pouvez appeler le 39 21. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h. Julie et Asiba attendent vos appels au 39 21, ainsi que Philippe Chartier qui réalise l'émission. Vous pouvez également y participer en nous adressant vos mails sur le site europe1.fr. Je vous rappelle que je ne fais pas de réponse par mail, donc pour toutes les questions que vous me posez par mail, parce que tous les soirs je reçois des mails où vous me posez des questions, mais il n'y a pas votre numéro de téléphone. Surtout, précisez bien, indiquez bien un numéro de téléphone de façon à ce que l'on puisse vous rappeler, même hors antenne, hein, on peut vous faire une réponse hors antenne. Donc n'hésitez pas surtout à nous laisser un numéro de téléphone. Et vous pouvez également nous faire part de vos commentaires, de vos réflexions par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. 39 21, c'est le standard d'Europe 1. Vous pouvez témoigner, vous pouvez réagir à un témoignage jusqu'à 1h. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21. 50 centimes plus coût d'un SMS. Bonsoir Nadège. Bonsoir. Bonsoir. C'est pas évident de se retrouver et je suis très contente parce que je voulais vous remercier pour vos émissions qui apportent beaucoup et par votre gentillesse, votre voix et qui me permet de m'endormir avec tous les soucis que je porte. Oui, vous rencontrez beaucoup de difficultés en ce moment ? Ah oui, énormément. Divorce, départ des enfants, la perte d'emploi. Oui. Et habiter une ville où loin de toute ma famille. Oui. Et plus personne, plus d'enfants mes enfants sont grands, ont pris leur envol, et donc voilà. Tout s'est enchaîné dans... Ah oui, oui. Oui. Ouais, tout s'est enchaîné, et c'est vrai que là, c'est un peu dur parce qu'on est à une période où on a 50 ans. Oui. On n'a pas l'impression de les avoir, si on peut dire, mais... Oui, c'est jeune. C'est jeune, 50 ans. Oui, mais vous envoyez un CV, on ne vous répond même plus pas, et puis il y a cette... ce qui est très 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 dur à vivre, je voudrais savoir s'il y a des personnes comme moi, c'est d'avoir eu une vie de famille à 26 ans, de mariage, et une maison très remplie, beaucoup de repas, de grandes tablées, et se retrouver seule dans un appartement, vraiment seule, isolée. Oui. À ne plus savoir comment organiser sa journée, et que les matins se lever et se dire qu'est-ce que je vais faire de ma journée. Oui, c'est brutal. Vous avez divorcé, c'est récent votre divorce ? Oui. Ça date de combien en termes de mois ? Là, il y a quelques mois qu'il a été le prononcé, mais 3 ans de séparation. D'accord. Et vous avez combien d'enfants ? 2. 2 enfants. Ouais. Qui ont quel âge ? 25 et 22. Et ils ont quitté récemment aussi la maison ? Pratiquement en même temps. Ah oui. Donc, oui, ça a été brutal pour vous. Ah oui, moi j'ai tout donné. Moi, j'ai sacrifié ma carrière professionnelle pour que mon ex-mari puisse faire carrière. Oui. Et là, je me retrouve et je suis sûre que je suis pas la seule dans le cas, mais c'est très 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 difficile à vivre, et très lourd à supporter. Et ça a été concomitant, le départ de vos enfants avec votre séparation ? Non.
mon fils avait terminé ses études et donc a eu un poste dans une autre ville. Oui. À 500 km d'où j'habite. Oui. Ma fille est partie habiter à une centaine de kilomètres. Mhm. Et donc, je me retrouve dans la ville où je ne suis pas natif et où il n'y a que mon ex-mari qui habite. D'accord, oui. Et où vous vivez depuis 26 ans, c'est ça? Ça fait, On a été mariés 26 ans. Et vous vivez dans cette ville depuis des années? 10 ans. D'accord, donc vous vous êtes construit et vous avez des relations amicales Non, j'en ai plus, j'ai tout perdu. Depuis le divorce? Oui, oui, oui. C'est-à-dire que les amis sont restés du côté de votre mari ou finalement c'était des amis communs et du coup vous ne les voyez plus? C'était des amis communs et personne... Oui. Et puis bon, comment dire, il est vrai que moi, ça a été très très dur pour moi et donc j'ai craqué et Oui. ça a éloigné beaucoup de gens parce que ça fait écho aux personnes. D'accord. Enfin, je le vois Vous comme pensez, ça. Oui, oui. Je pense que les gens ont très peur. Ont eu peur de votre souffrance. Oui, voilà. Ouais. Et, Ouais. parce que là, à l'heure actuelle, je suis... Quand vous dites que vous avez craqué, c'est-à-dire ça s'est manifesté comment par comment dire, une dépression et puis après, c'est des tentatives, comment dire, prise de médicaments un peu trop importantes. Vous avez été hospitalisé? Oui. Mhm. Mhm. Qui était à vos côtés? Pardon? Qui était à vos côtés? Bien souvent, je suis seule. Là, d'ailleurs, j'ai eu de gros soucis de santé cette année où j'ai été opérée 4 fois en l'espace de 2 mois et demi. Et justement, même à l'hôpital, les chirurgiens étaient très, très étonnés. Je n'avais personne. Oui. Et vous êtes trop seule. Ah oui, mais là, de manière... j'arrive même plus à sortir de chez moi parce que je trouve que c'est très difficile à vivre. On vous appelle là. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Oui. Oui. Au moment où on dit d'ailleurs que vous êtes... Finalement, je disais que vous étiez trop seule. Oui, voilà. À 23h13, il y a un message. C'est peut-être un appel à l'aide aussi parce que je suis très aidante et je suis peut-être trop entourée de gens qui me prennent beaucoup de mon énergie. Voilà. C'est, comment dire, je suis un peu perdue là. Parce que j'ai travaillé, je me suis beaucoup donnée dans le social. J'ai eu des responsabilités aussi. Comment dire, pour la collectivité. Et là, je n'ai plus rien du tout. Plus rien. Oui, et ça vous aidait certainement en même temps, ce travail. C'était, vous dites, ce travail où vous aidiez les autres. Ça vous donniez beaucoup, certainement d'énergie, mais ça devait vous aider d'une certaine façon. Ah oui. D'aider les autres. Oui. Et là, ça doit vous manquer terriblement. J'oubliais mes propres soucis. Oui, c'est ça. Ça aide à... Voilà. On s'oublie, finalement. C'est un peu le piège, hein, aussi. C'est un piège. Depuis quand avez-vous perdu votre emploi? Comment dire, là, ça fait un moment que j'ai perdu suite à du harcèlement moral. Ah oui, d'accord. C'était avant votre divorce? Oui. D'accord. Ouais. Ouais. Et là, mon divorce se passe pas trop bien. Enfin, c'est pas très clair et net. On est divorcé, mais la séparation de biens n'est pas faite. Et moi, je n'ai rien. Et voilà. Enfin, je n'y comprends pas grand-chose à tout ça. Et
Mais êtes-vous bien défendu par votre avocat? Le jugement est fait, mais bon, si le jugement est fait, il est important de voir, il y a une limite pour faire appel. Hein. Si vous estimez qu'il n'est pas totalement en votre faveur, il y a une possibilité de faire appel, mais c'est limité dans le temps. Oui, je sais bien, parce que j'étais juridique, mais là je suis un peu perdue et j'avais envie... Vous êtes assez lasse. Ça me fait chaud au cœur de vous avoir au téléphone, parce que voilà, il y a des jours où je n'ouvre même pas mes volets, je reste dans mon appartement, parce que Oui, à ce point-là. Oui, je sais plus pourquoi. J'ai l'impression d'avoir été complètement utilisée jusqu'à présent, et voilà. Par qui? Par mon ex, ouais. Qui a fait carrière et qui, voilà, maintenant... Mais vous, c'était un métier dans lequel vous vous réalisiez quand même. C'était, vous dites, vous avez eu des responsabilités. Malheureusement, bon, vous avez perdu votre emploi. Il y a eu du harcèlement moral, donc c'est difficile, c'est douloureux. Enfin, oui, vous avez perdu votre emploi dans des circonstances très difficiles. Mais vous avez eu peut-être que votre but à vous, votre objectif, même certainement dans la façon dont vous nous parlez de vous, en quelques mots, c'était pas de faire carrière. Ah non, pas du tout. Oui, ah non. C'est ça. Ah non. Alors là, justement, c'est tous les employés qui ont travaillé avec moi me disent que c'était leur meilleur moment, leur plus beau moment de travail, parce que j'étais quelqu'un très à l'écoute de tout le monde et à donner, mais je donnais parce que pour m'oublier. Oui, alors c'est ça. Vous êtes un peu, voilà, comme quand on donne beaucoup à un moment. Si on donne beaucoup, il faut remplir de l'autre côté. Sinon, on se vide et on se dit qu'à un moment, on n'a plus rien à donner. On manque de ressources. On est vidé, il y a une très grande lassitude. Je suis complètement vidée parce que vous êtes épuisée. Je sais plus du tout, parce que les enfants étant jeunes, je me suis très investie dans tout ce qui est parents d'élèves, amical. J'étais présidente, j'organisais, j'ai créé des bibliothèques dans 2 écoles différentes, dans 2 régions différentes, parce qu'on a bougé de région. Et voilà, j'ai fait beaucoup, énormément, mais toujours pour les autres, jamais pour moi, et je ne sais pas m'occuper de moi. Voilà. Alors, je voulais savoir je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas. C'est comment savoir s'occuper de soi quand on a tellement donné aux autres. C'est une vaste question, hein. Oui, c'est très dur. Vous donnez ce que on donne souvent ce que l'on aimerait recevoir pour soi. Donc ça veut dire que vous êtes à même quand même. Vous avez cette possibilité. Il y a en vous, vous savez donner. Il faut apprendre finalement à vous donner à vous ce que vous donnez aux autres. Je n'arrive pas, justement. Ça s'apprend. Je suis très sévère avec moi. Oui, c'est ça. Vous êtes certainement très indulgente vis-à-vis des autres et très sévère avec vous-même. Mais ça peut changer. Ça peut changer si vous commencez un petit peu à vous dire que vous pouvez être plus douce, plus bienveillante, plus pleine d'empathie vis-à-vis de vous, comme vous l'êtes vis-à-vis des autres. Oui, mais c'est un point où, j'avais entendu une émission justement par rapport au site de rencontre, mais c'est horrible. C'est une chose, pour moi, ça a été un... Vous parlez des sites de rencontres pour faire des rencontres amoureuses ? Rencontres, même
même pour, comment dire, oui, enfin, ce qu'il y a, c'est que moi, je recherche pas spécialement, mais au moins pour pouvoir ne pas être seule, pouvoir discuter, pour pouvoir... Oui, sortir de votre isolement. Voilà, mais c'est affolant. Comment dire, là, j'ai dû porter plainte il y a peu de temps pour, comment dire, une personne qui me poursuivait et qui me... Suite à une annonce comme ça sur un site? Voilà. Ouais. Oui, mais actuellement, vous êtes dans une période de grande fragilité. Donc, et de toute façon, les gens le ressentent. Et de toute façon, j'ai envie de dire que de toute façon, même sans cela, on peut tomber sur des personnes qui sont pas claires, hein, pour ne pas dire plus. Donc là, je pense que vous l'avez dit, la priorité, c'est de vous occuper de vous et de prendre soin de vous. Et ça commencerait déjà par vous donner... Je pense que dans cet état de grande fatigue que vous ressentez, de grande lassitude, et quand même, je dirais, une certaine dépression, quand on en est à rester chez soi, voyez, des jours comme ça entiers sans ouvrir les fenêtres, sans, voyez, voir un coin de ciel bleu comme ça. Enfin, en ce moment, il n'est pas tellement bleu, vous me direz, mais peu importe. Voir un coin de ciel. Hein, c'est ça, c'est parce que plus on se renferme, plus on s'isole comme ça chez soi, plus on ressasse des idées aussi sombres. Donc, si vous voulez, ça consiste dire, s'accorder de l'importance, c'est déjà aller parler de soi à quelqu'un. C'est aussi se dire, je m'accorde ça. Oui, mais je le fais déjà et ça... Ah, ça vous m'en avez pas parlé. Oui. À quel rythme le faites-vous? 2 fois par semaine. D'accord. Auprès de qui? Psychiatre. D'un psychiatre. Depuis combien de temps? Justement, 10 ans. Ah bon? Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez le sentiment que qu'est-ce que ça vous apporte? Ou est-ce que parce que c'est une période particulièrement difficile pour vous? Ou... Oui, enfin parce que on est à l'antenne aussi et puis il y a des choses mais j'ai pas eu une vie très stable, très maritalement, il y a eu de gros soucis et et deux enfants qui ont eu des problèmes de santé. Voilà. Donc je me bats et comme il me dit, c'est très rare de rencontrer quelqu'un qui a tout le temps quelque chose qui vient dans l'entraver. Voilà. Oui. Quand il y a un peu de je sors la tête de l'eau, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive qui arrive à nouveau. Et ça, c'est un modèle. Mais je connais un peu le système, mais bon, c'est un peu un modèle là, peut-être de vie que je me suis aussi donné à force. En même temps, il y a aussi des événements extérieurs. Vous dites les problèmes de santé de vos enfants. Vous voyez, il y a des facteurs extérieurs à vous que vous pouviez faire. Alors, vous savez vous battre. Vous avez appris à lutter. Vous savez lutter. Vous savez. Mais pour vous, finalement, au fond, vous avez tellement lutté pour les autres que peut-être par rapport à vous, vous êtes plutôt dans une forme d'abandon. Voilà, ouais. Ce qui est peut-être aussi une forme de laisser aller, pas au sens de laisser aller, où on dit on se laisse aller, mais aussi d'un moment baisser la garde un peu, se reposer, on peut pas toujours lutter. Non, parce que c'est plus possible, c'est trop dur. Oui, c'est ça. Vous êtes fatigué aussi. C'est usant. C'est plus que fatigant, c'est usant. 20 kilos, j'ai ma santé, on a pris un coup. Voilà.
je me suis battue, et puis voilà, on arrive à un moment donné où, mais bon, je suis pas du tout quelqu'un. Moi, ma maison est bien tenue, je ne sors jamais. Oui, non, mais c'est pour ça, laisser aller n'est pas le terme. On sent que vous n'êtes pas quelqu'un. Non, mais ce qu'il y a, c'est que je suis dure avec moi parce que je ne veux pas que les gens s'en aperçoivent. Mm-hmm. Et justement, c'est ça le problème, c'est que les gens pensent pas du tout que vous donnez le change. Voilà. Donnez le change. Et est-ce que vous ne pourriez pas, pour vous reposer, est-ce que ça pourrait pas être envisageable, puisque vous êtes suivi par un psychiatre, il est médecin, aller, je sais pas, dans quelque chose genre un peu maison de repos, un peu vous reposer, parce que si vous dites que vous avez perdu 20 kilos, enfin, être dans un endroit aussi où vous pourriez un peu, dans un lieu où on s'occuperait un peu de vous et... Oui, mais malheureusement, le divorce me fait que j'ai des soucis de gros soucis. Oui, mais ça, il peut y avoir, ça peut être pris dans un système de soins. C'est-à-dire, vous voyez, genre maison de repos. Je n'ai même plus de mutuelle qui me couvre pour l'instant. Donc, c'est la descente aux enfers tous les jours. Je découvre des choses que... Voilà. Mais bon. Alors, il y a des réactions, nombreuses, qui arrivent pour vous au 3921, et puis aussi des SMS. Il y a Sergio qui dit « Je pense que vous oubliez l'essentiel ». Vous, Sergio, qui dit « Je ne peux pas vous apporter grand-chose si ce n'est une oreille bienveillante » et qui vous laisse son numéro de téléphone qu'on pourra vous transmettre hors antenne. Constance qui dit « Vous devriez prendre de longues vacances seule ». Alors bon, il y a ce problème financier. Il y a Ninon qui dit « Vous avez beaucoup donné, apprenez à recevoir ». Des gens vous ont peut-être déjà tendu la main, mais vous n'êtes peut-être pas encore en capacité de les voir, mais ça viendra. Didier qui dit vous serez un jour grand-mère, et c'est là à nouveau le bonheur, la joie reviendront quand vous parlez des grandes tablées, de la famille. J'ai failli l'être, mais bon. Il y a eu fausse couche. Bon, mais ça parfois cela arrive, mais ça veut dire qu'il y a un potentiel. Et que, vous voyez, les tablées familiales seront à nouveau au rendez-vous. Il y a aussi peut-être Lily qui dit, est-ce qu'il n'y a pas une activité que vous aimez qui vous permettrait de rencontrer des gens nouveaux ? Peut-être à travers une activité. Alors, on va accueillir Lulu qui est avec nous. Bonsoir. Oui. Bonsoir Lulu. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc je voulais intervenir, comme j'ai dit à Julie, dans le sens que, en fait, j'ai oublié le prénom de... Nadège. Nadège. Bonsoir Nadège. Bonsoir. Et en fait, je voulais lui dire que de toute façon, je suis d'accord déjà avec Ninon. Il y a sûrement des gens qui lui ont tendu des mains, mais comme elle est dans cet état-là, elle ne le voit pas. De s'isoler, c'est pas la meilleure des solutions. J'ai moi-même vécu un divorce après 30 ans, avec en plus un handicap que je venais d'avoir, visuel. Et j'ai dû assumer non seulement handicap et divorce, donc séparation de biens évidemment, donc recommencer à vivre dans un autre milieu, dans une autre ville et ainsi de suite. Et avec mon problème de malvoyance, je m'y suis adaptée. Je dis pas que ça a toujours été très haut, il y a eu des bas. Mais je me suis toujours dit que dans la vie, tant qu'on a la vie, on a tout. Et je pense que Nadège, vous êtes un peu trop en train de vous... Je sais pas, je pense que vous vous refermez sur vous-même. Il faut ouvrir vos volets le matin, même si vous n'en avez pas envie. Il faut voir le jour et non pas le noir. Oui. Vous allez broyer du noir encore plus et vous allez avoir des idées un peu plus... noir, on va dire entre guillemets. Vous l'avez déjà fait, je l'ai fait aussi. Et j'avais des enfants à charge encore, 3. Malvoyance, plus de travail, plus rien, des erreurs médicales à assumer, procès médical à assumer. J'ai assumé tout ça très difficilement, mais je l'ai assumé. Aujourd'hui, je peux vous dire que je suis très heureuse sans mon ex-mari.
Parce qu'aujourd'hui, j'ai réussi à faire beaucoup plus de choses que je faisais avec lui. Moi aussi, j'ai appris beaucoup de choses qu'il a fait derrière mon dos. Mais c'est pas grave, la roue est ronde. Donc il faut au contraire que vous puissiez vous relever, Nadège. Ne donnez pas justement cette image de vous. Les gens seront contents autour de vous. Mais Lulu, Nadège, vous nous dites que vous donnez le change, hein. Au contraire, vous prenez grand soin à donner la meilleure image qui soit de vous. Justement, pas montrer cette fragilité. Oui, mais ils le savent quand même. Vous inquiétez pas, tout le monde. Mais après tout, on peut montrer parfois aux proches que l'on est fragile, hein. C'est aussi pouvoir montrer sa fragilité. Je suis d'accord, Caroline. Oui. Mais j'ai montré à un moment ma faiblesse à mes enfants. Et j'ai eu mes 4 enfants, mes 3 enfants. La dernière était un peu trop petite. Mes 3 enfants m'ont tourné le dos, sont partis vers le papa. Donc il faut assumer ça aussi. C'est quand même douloureux pour une maman que des enfants qui prennent un parti, qui n'ont pas à le prendre, mais qui l'ont pris quand même. J'ai dû assumer ça aussi. Et je faisais face, en fait. J'essayais de me tenir, de ne pas montrer ma faiblesse, de ne pas montrer ma tristesse. Et puis après, je me suis dit, après tout, je vais leur dire ce que je pense, et puis après, je vais les laisser avec leur conscience. Et puis, avec le temps, elles sont revenues vers moi. Voilà. Et puis, vous savez, quand on est comme ça, qu'on était quelqu'un de valide, et puis tout d'un coup, qu'on est à la remorque de quelqu'un, de vos enfants, ou d'une association ou autre, c'est très difficile. Parce qu'en plus, il faut assumer un divorce, une enfant de 11 ans qui est en grande dépression, hospitalisation de l'enfant, tentative de suicide pour la maman. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, Nadège, tout ça, je pense qu'il fallait le passer de toute manière parce que, voilà, c'était comme ça. Et aujourd'hui, je me dis, ça a peut-être servi à quelque chose ou pas, c'est pas grave. Mais quelque part, ça m'a aidé en fait à me relever. Plus je recevais de coups, bizarrement, plus je recevais de coups et plus j'avançais. Avec l'aide évidemment d'un psychiatre. Donc j'avais besoin de parler avec lui, de quelqu'un de neutre en fait. Et cet homme-là m'a beaucoup aidé, énormément. Et si je suis là aujourd'hui à vous parler, c'est bien grâce à lui. Il m'a fait comprendre certaines choses. Et c'est bien de consulter quand on est dans des états pareils. On a besoin de quelqu'un, on a besoin de discuter, on a besoin de verser tout ce qu'on a au fond de soi. Et je pense que c'est important pour vous aussi, si vous ne l'avez pas fait jusqu'à présent. Si, alors Nadège nous disait qu'elle voyait un psychiatre 2 fois par semaine. Hein. Voilà, c'est très très bien. Parce que moi, j'ai suivi et je la suis encore, malgré que je vais très bien, j'ai un besoin d'aller voir cette personne. J'ai un besoin, parce que vous savez, tous les jours, on a toujours quelque chose qui arrive dans sa vie. Et quelquefois, je me dis, en discutant avec mon psychiatre, voilà. Et puis je m'occupe de mes petits-enfants. Ça va arriver, ça aussi, Nadège. Ça arrive, malgré ma malvoyance, puisque je suis aveugle d'un œil et 1/10 de l'autre, je m'occupe de mes petits-enfants, même des tout petits bébés. Voilà. Ma fille, dernièrement, a eu un petit bébé, je m'en suis occupée. Donc ça, c'est formidable. Voilà, c'est avec le temps tout ça. Oui. Mais ça, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que déjà, ça commencerait par ouvrir un peu les volets, même ouvrir complètement les volets le matin, parce que c'est quand même déjà l'ouverture sur l'extérieur. Sortir, s'aérer, ne serait-ce que faire, si vous le pouvez, sortir, ne serait-ce que petite demi-heure, mais sortir un peu au grand air, vous aérer un petit peu à tous les sens du terme. C'est ce que dit Cathy aussi, si votre corps vous le permet. Alors, vous dites, vous avez perdu 20 kilos, vous devez être très fatigué, mais peut-être une activité physique, même doux, peut-être de la gymnastique douce, quelque chose qui vous permette, parce que de vous, peut-être quelque chose axé sur la respiration, en tout cas, de sortir un peu de chez vous, de retrouver peut-être des sensations aussi au niveau de votre corps, travailler sur le souffle,
quelque chose qui, vous voyez, apprendre à vous occuper de vous, quelque chose, vous disiez comment s'occuper de soi, quelque chose qui vous fait plaisir. C'est aussi cette auditrice qui disait quelle activité, qu'est-ce qui vous ferait plaisir. C'est pas faire une activité pour faire une activité, pour remplir le temps. C'est quelque chose qui pourrait vous faire plaisir. Ça peut être peindre, ça peut être quelque chose aussi d'une activité en rapport avec la création, vous mettre à sculpter, à exprimer quelque chose. Je fais énormément de peinture. Bon, Ah bah, c'est bien. voilà. C'est bien. Mais chez moi seule. Ouais. Bon, Il faut sortir, donc vous le faites ça chez vous. Oui. D'accord. Alors peut-être que vous pourriez vous mettre en rapport avec votre mairie et peut-être qu'il existe des ateliers. Oui, mais en ce moment, je ne peux plus, je n'arrive plus à supporter. Ça vous paraît compliqué, voilà. mais c'est un premier pas. Parce que en vous isolant, en vous enfermant comme vous le faites, tout va vous paraître de plus en plus compliqué. Aller vers le monde extérieur va vous paraître de plus en plus compliqué. J'ai donné, vous pouvez pas savoir ce que j'ai pu. Oui, mais J'ai 10 ans de bénévolat en plus de mon travail. Je pense que là, j'accuse le coup de beaucoup et c'est peut-être une grande fatigue, une grande. Mais alors à ce moment-là, il faut vous reposer, demander à votre médecin à ce moment-là traitant. Peut-être, je vous dis, une hospitalisation, une maison de repos, quelque chose où vous puissiez vraiment vous reposer. Merci beaucoup en tout cas, Lulu, de votre témoignage. Caroline. Merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie, Caroline. Au revoir. Au revoir. Alors, il y a quelqu'un aussi qui envoie un message en disant Nadège devrait être plus indulgente avec elle-même, s'accorder une période un peu pour se reposer aussi un peu sur les autres. Il y a Didier, il y a Sophie aussi qui dit pourquoi ne pas prendre un animal qui vous obligerait un peu à sortir. Et Sophie dit j'étais comme vous avant d'en avoir un. Depuis, je ne suis plus dépressive à les vertus thérapeutiques des animaux. Néanmoins, c'est vrai que l'animal, il faut pouvoir quand même s'en occuper. Et c'est vrai que l'animal n'est pas là pour. J'en ai un, mais je n'ai pas pu le prendre parce que je suis en appartement. Ouais. Et j'ai le mien qui est chez mon ex-mari. D'accord. Voilà. C'est lui qui l'a gardé. Parce que je ne pouvais pas le garder. Voilà. Mais c'est mon propre chien. On va accueillir Isabelle. Bonsoir Isabelle. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. J'ai écouté le témoignage de Nadège. Bon, ça m'a beaucoup émue parce que je suis un peu dans cette situation-là, tout en sachant que j'ai énormément de chance par rapport à elle. Et c'est là que je mesure la chance que j'ai. Je me suis retrouvée, j'ai suivi mon mari, bref, j'ai perdu mon travail, tout ça. Et j'ai eu la chance de retrouver un travail, un logement. Mais j'appelais surtout, c'était parce que c'est grâce à vous, Caroline, en entendant un soir, vous avez parlé de onvasortir.com. Oui. Et c'est très bien. C'est fantastique. J'ai décidé un jour de m'y inscrire. Donc moi, je fais de la randonnée. Oui. Mais c'est gratuit. Et on rencontre des personnes. On ne parle pas de nos problèmes. On sait tous qu'on est plus ou moins seuls. Bon, il y en a qui viennent avec leur femme ou leur mari. Mais ça nous permet de sortir et pas tout seul. On peut faire plein de choses et on n'est pas tout seul. C'est ça qui est très, très important. Oui. Et quand on a peu de moyens, c'est bien. Oui, ça vous a permis de rencontrer des personnes sympathiques avec qui vous faites de la randonnée parce que voilà, c'est ce qui vous plaît. Voilà. Donc, mais il y a des tas d'activités qui peuvent être proposées. Tout à fait, oui, il y a plein de choses. Vous connaissez apparemment Nadège. Oui, mais je le conseille. C'est comment dire, moi je le conseille à des personnes qui sont en difficulté. Parce que moi, je suis un peu comme une assistante sociale.
je sais pas, j'ai quelque chose en moi qui fait que dès que je parle avec quelqu'un, les gens sentent une écoute, une oreille attentive, et voilà, j'ai... Oui, mais pour vous, parce que vous voyez, à un moment, c'est bien beau de s'occuper des autres, hein. Oui, je sais. Mais à un moment, et de conseiller, mais à un moment, la coupe est pleine. Ouais. Donc là, il faut vous occuper de vous. Ouais. Il y a, la priorité, elle est là maintenant. C'est ce que ma famille me dit. Et votre appel était dans ce sens-là. Or, vous semblez avoir beaucoup de mal quand même, hein, c'est-à-dire à le faire en disant bon, bah oui, mais finalement tout ce qui est proposé, non, c'est pas possible, bon. Alors finalement, c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est vrai que ça ne peut venir que de vous. Ouais, je sais bien. Hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui peut partir de vous, c'est-à-dire... Non, mais justement, ce qu'il y a, c'est qu'il y a sans doute quelque chose qui m'arrête. Et je n'arrive pas à trouver ce qui m'arrête. Pourquoi je m'oblige à... Alors que... Comment dire, à ne plus vivre. Voilà. Oui, mais finalement, bon... Pour le moment, vous êtes épuisé, vous avez du mal à penser, à réfléchir, et finalement, penser, réfléchir, ça tourne plutôt à la rumination. Ouais. Ça tourne plutôt en négatif, vous êtes plutôt à vous déprécier. Donc, dans ces cas-là, il faut plutôt essayer d'aller vers ce qui pourrait vous faire du bien. C'est compliqué parce que c'est pas quelque chose vers lequel vous allez spontanément. Hein? Je fais du yoga, mais en ce moment, je n'arrive plus à y aller. Bon, alors il faudrait essayer d'aller vers quelque chose qui vous demanderait pas trop d'efforts et qui pourrait vous faire du bien. Est-ce que vous faire masser, il y a Colette qui suggère ça. Peut-être est-ce que des soins comme ça, un peu de la douceur, de quelque chose d'assez enveloppant. Vous voyez, je dis des massages vraiment, je dis pas mais quelque chose d'un peu enveloppant, d'un peu cocooning, comme ça pourrait vous faire du bien. Il y a quelque chose un peu d'un peu régressif dans le massage, un peu. Oui, non, j'ai des séances de kiné. C'est différent. Oui. Ça fait du bien, hein, oui. Ça fait évidemment beaucoup de bien. Mais je pense à des massages plus... Je ne vais pas à l'heure actuelle, j'ai arrêté. Mais ce qu'il y a, c'est que pour moi, c'est une dégringolade au fur et à mesure de toutes des efforts que j'ai pu faire depuis l'âge de 15 ans, disons voir, et que j'ai fait, et pour arriver à un total et puis bon, un divorce pour moi, mon divorce c'est une chose que j'arrive pas, parce que j'aime toujours mon mari, voilà, enfin mon ex, c'est moi en plus. Bon, pour le moment, vous n'arrivez pas, à dire votre ex. Bon, ça, il faut, on n'arrête pas les sentiments comme ça. Donc, j'ai tout là en ce moment qui, Non, mais il y a une dépression profonde chez vous. Il y a quelque chose. Alors, c'est vrai que le problème, c'est que c'est compliqué, effectivement, dans cette souffrance là et bon, pourtant, et vous le faites. Vous êtes courageuse d'envoyer des CV. C'est déjà compliqué quand on a une certaine énergie. Alors vous dites vous le faites, vous n'avez pas de réponse parce que ça malheureusement, on envoie plein de lettres, et puis on n'a pas de réponse. Alors c'est très décourageant. Et c'est vrai que ça demande, c'est un travail à temps plein de chercher un emploi. Bon, et ça demande d'être en forme. Et là, actuellement, vous n'êtes pas en forme. Vous voyez, il faudrait que vous soyez entouré, soutenu. Donc, c'est vrai que la priorité, c'est de prendre soin de vous. Et déjà,
quand vous irez un petit peu mieux, de vous atteler à rechercher un travail, parce que c'est possible. Vous avez des compétences, vous avez des capacités, mais il faut déjà que vous alliez mieux. Et il faudrait vraiment que je pense que vous vous reposiez, parce que vous voyez, je reçois un mail de Chaudron de la Barque qui dit: votre lassitude est palpable, ainsi que votre besoin de quiétude. Vous semblez être harassée et désireuse d'être aidée à votre tour, comme beaucoup de personnes aidantes. Je reprends votre belle expression. Vous avez donné sans compter. Seulement voilà, à présent, vous devez vous ressourcer et devenir votre principale priorité. Après tout, le reste attendra. Vous avez besoin de revenir au centre de votre vie. Cela ne saurait se résoudre sans un espace de dialogue et d'écoute. Cajolez-vous, que cette nuit vous soit douce. Alors, il y a quelqu'un qui dit: Nadège devrait faire de l'équitation, car c'est un sport qui libère l'esprit et qui oblige à prendre soin de soi. Ça, c'est vrai que c'est magnifique, parce qu'on prend soin de soi et aussi de l'animal. Mais bon, il y a quelqu'un qui dit: je vous trouve très courageuse. Pensez à tout ce que la vie vous a apporté de beau, comme vos enfants. Quelqu'un qui vous souhaite beaucoup de belles choses. Il y a Marine qui dit: je suis artiste peintre. Nous pouvons peindre ensemble ou discuter. Marine qui vous laisse son numéro de téléphone. Et puis il y a Philippe qui dit: j'ai été aussi mariée depuis 26 ans. Ma vie, pareil, a été brusquement, s'est arrêtée lors d'une séparation. Aujourd'hui, ma plaie se referme un peu. Je commence tout doucement à sortir. Facebook fut une rampe de lancement. Aujourd'hui, je rencontre mes interlocuteurs et grâce à ça, je me retrouve, dit Philippe. Ça me touche parce que autant de personnes qui bougent à mon intervention, ça me touche énormément. Et Chaudron de la Barre, ce qu'il a dit, c'est tout à fait, je me retrouve dans ses propos, c'est ça. Oui, alors il faut essayer de, comme il le dit, toujours très belle, parce qu'il écrit oui. Très très bien, notre ami Chaudron de la Barca. C'est vrai que maintenant, vous devez être votre principale priorité, et de vous mettre au centre de votre vie. Donc ça commence maintenant, là. Oui. Et oui. C'est pour ça que pour moi, ça a été très dur de prendre... j'ai pas réfléchi. J'ai fait le numéro pour vous appeler parce que... Mais vous avez bien fait. Je sais que j'ai des mains qui se tendent, mais j'ai tellement peur j'ai tellement été tellement déçue par... Oui, je pense que vous avez peur d'être déçue. Ouais. Vous avez peur d'être déçu, donc vous vous repliez, au moins en vous disant: la personne me décevra à nouveau et je préfère... Enfin, c'est pas que vous préférez. Non. Vous ne préférez pas, parce que cette solitude est très oppressante et vous êtes malheureuse, très malheureuse. Mais vous avez été terriblement déçue. Forcément, quand on est comme ça, il y a donc vous vous repliez sur vous-même, un peu comme un animal blessé, mais quand j'ai perdu mon emploi, la personne ça fait trop là. m'a carrément dit qu'elle avait déjà 2 suicides sur la conscience et qu'un 3e ne la gênerait pas. Donc c'est une phrase qui m'a marquée, vraiment. J'en suis. Rien que d'en parler encore, là, ça me... Oui, mais on bascule dans l'inhumanité, quelqu'un qui dit ça, Oui, non, mais c'est quelqu'un qui n'a... Ça, donc, c'est pour ça que je suis très usée par ce... C'est très angoissant. Il y a quelque chose de très... C'est un côté vertigineux d'entendre ça. Ouais. On est dans le cynisme absolu, là. Ça fait... je sais pas,
c'est terriblement angoissant. Donc justement, enfin, vous voyez, face à quelqu'un qui est comme ça, qui tient de tels propos, bon, vous, pas aller dans ce sens-là. Hein, c'est-à-dire qu'il faut la prendre, au contraire, vraiment soin de vous, parce que quelqu'un, enfin, ne mérite pas la peine qu'on aille sur cette pente-là. Voyez, au contraire, il faut vraiment prendre soin de vous, la laisser elle dans, bon, je sais pas, ses problèmes, dans cette attitude, on peut penser, on va dire, défensive. Je vais être gentille et vous dire que bon, vous avez été déçus, mais il y a aussi des personnes qui peuvent vraiment vous être là pour vous et bienveillantes. Ouais, déjà, vous, Caroline, vous m'apportez tous les soirs, je m'endors avec vous, et heureusement, parce que c'est le moment de grosses angoisses, de grosses réflexions, et ça me permet de relativiser aussi. Mais bon, parce que quand j'entends des personnes... Mais bon, il est vrai que moi, la maladie de mes enfants a été très très dure. J'ai fait tous les hôpitaux de France et donc je sais très bien ce que c'est que vivre tout ça. Et j'ai rencontré beaucoup de parents. Moi, j'ai dû arrêter aussi à un moment donné de travailler parce que il n'y avait pas de nourrice qui voulait prendre en charge mes enfants parce qu'il y avait des soins. Et donc, c'est tout un... Vous voyez, là, je me lâche un petit peu, mais c'est toute une vie qui a été un peu perturbée. Et j'ai toujours essayé de la maintenir, qu'il y ait une joie de vivre à la maison, et puis voilà, tout a volé en éclats. Oui, mais là, il y a tous vos piliers, vos fondamentaux ont volé en éclats. Voilà, c'est-à-dire le couple, la famille, le travail. Donc, beaucoup s'effondreraient. Hein. C'est que vous soyez, que vous plongiez comme ça dans une tristesse, dans une dépression, plongerait à moins. Hein. Ça fait trop d'un coup. Bon, même si, pour le coup, le départ des enfants est dans l'ordre des choses, vous voyez. Oui. Mais le problème, c'est qu'il y a eu ce divorce et la perte de votre emploi. Donc, c'est des deuils à faire et qui sont... ça, c'est extrêmement douloureux. Bon. Donc, là, ça fait trop. Et c'est vrai que ça vous fragilise considérablement et vous êtes épuisé. Et c'est vrai qu'il est important, quand il y a une très grande aussi fatigue physique, c'est difficile de récupérer psychiquement, parce que fatigue physique et fatigue psychique, vous voyez, c'est beaucoup. Donc peut-être qu'il serait important de voir aussi avec votre médecin traitant, avec votre médecin généraliste, de voir de quelle façon vous pourriez peut-être vous reposer, voir ne serait-ce quelque temps dans une maison de repos, partir un petit peu, comme on disait avant, se mettre au vert, vous voyez, mais qu'on se prenne soin un peu de vous aérer, et qu'on s'occupe de vous dans un autre endroit où vous retrouviez aussi un rythme. Vous voyez, avec des horaires un peu sains, j'ai envie de dire. Parce que quand on va pas bien, vous voyez, vous ouvrez plus vos volets, donc avec des horaires, vous levez un peu le matin, vous prenez votre petit déjeuner, un vrai déjeuner, un vrai dîner, vous côtoyez d'autres personnes ou pas, vous pouvez lire, vous pouvez peindre, mais vous avez de vraies journées, rythmées par le soleil ou par la pluie, peu importe, mais de vraies journées où vous restez pas au fond de votre lit. Ça, c'est important. Un petit mail d'Isaac qui dit: vous avez besoin de repos? Oui, c'est certain, mais que ce repos soit la première étape vers un retour en direction de la lumière, que vous devez commencer à laisser entrer chez vous, puis dans votre vie quotidienne. Chouchoutez-vous davantage, continuez à peindre. Pourquoi ne pas trouver un endroit où vous pourriez faire un vernissage et rencontrer ainsi d'autres personnes? Je vous souhaite le meilleur. Belle nuit à vous. Oui, parce qu'après tout, c'est ça. Ça peut vous mener loin, cette aventure-là.
Il y a Michel qui dit « J'aimerais dire à cette dame qu'elle n'est pas seule dans cette situation, que moi je me suis engagée à la Ligue des droits de l'homme et que je retrouve le goût de vivre. Si Nadège ne peut pas partir, il est important qu'elle se change les idées. Je suis de tout cœur avec elle, dit Michel. » Et puis on a Mirabelle aussi qui se retrouve dans votre témoignage et qui laisse ses coordonnées. Donc ce que je vous propose, Nadège, c'est de ne pas raccrocher si vous le souhaitez, parce que on a des auditeurs qui ont envoyé leurs coordonnées par SMS et on peut vous les communiquer hors antenne si vous le souhaitez. Voilà. D'accord. Il y a Amanda de Corse qui dit on sent dans votre voix beaucoup de souffrance, mais aussi une énorme gentillesse. Amanda qui vous embrasse. Et Vallée de Cœur qui dit rien ne dure, douce Nadège, même les épreuves, tenez bon, vous allez renaître à la vie. Je vous embrasse. Et Constance qui dit ne désespérez pas, votre courage l'emportera. Courage à vous. Oui. Après la nuit, vient le jour, toujours. Mais pour ça, il faut ouvrir ses volets, pour le voir. Je vous embrasse, Nadège. Promis, j'ouvrirai mes volets demain. Et vous ouvrez vos volets, tout à l'heure. Oui. Et donnez-moi de vos nouvelles. Je vous remercie beaucoup. D'accord. Vraiment, merci beaucoup. Ne raccrochez pas. D'accord. Au revoir. Au revoir. SMS qui dit la fameuse phrase, la célèbre phrase « Aide-toi, le ciel t'aidera » prend tout son sens quand on écoute le témoignage de Nadège. Il faut qu'elle pense vraiment un petit peu plus à elle. Juste après le journal de minuit, nous accueillerons Annie qui nous parlera d'une rencontre sur Internet. Il est maintenant minuit sur Europe 1. Deuxième heure de votre libre antenne et nous sommes en direct jusqu'à 1h. Vous pouvez continuer à appeler le 39 21 pour nous parler de vous et pour réagir aux différents témoignages. Vous pouvez également le faire en adressant vos commentaires par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Alors des messages qui arrivent toujours pour Nadège que l'on a eu hors antenne et qui nous disait que dès demain, elle nous a fait la promesse d'ouvrir ses volets. Petite Hirondelle dit justement ouvrez vos volets, profitez de l'été qui pointe le bout de son nez dès jeudi, selon Laurent Cabrol. Il y a Gully Girl qui dit quand on touche le fond, on ne peut que remonter et c'est en commençant par ouvrir ses volets. Courage à vous, Nadège. Il y a également, alors on parlait, je sais plus, à un moment quelqu'un parlait des sites de rencontres qu'il avait aidé. C'était Isabelle que j'ai pas eu le temps d'ailleurs de remercier pour son intervention à l'antenne. C'est l'occasion de le faire. Donc Isabelle nous disait que elle était allée sur onvasortir.com. Et Marc, donc, qui est étudiant, dit effectivement, il y a 2 sites internet gratuits pour des sorties et des activités au choix, randonnée, théâtre, sport, roller et autres, cinéma, même prendre un verre. Donc il y a le site dont on a parlé. C'est plutôt relativement jeune en moyenne d'âge. Et puis il y a amiez.org, donc c'est AMIEZ.org,
miez.org, le deuxième site, avec des personnes qui sont un peu plus âgées, la moyenne d'âge environ 50-55 ans, et ceci sur toute la France, pour les deux sites, les grandes villes principales. Sur Toulouse, nous dit Marc, il y a environ 20 000 inscrits sur Amiez. Donc, onvasortir.com et amiez.org. Bonsoir Annie. Bonsoir. Bonsoir. Alors voilà, moi je vous appelle parce que là je suis, comme on dit, au fond du fait-tout. Voilà, j'ai rencontré... Oui, c'est une expression. Oui, je connais l'expression. Oui. Voilà, oui, c'est... Bon, il y a 10 ans, je me suis séparée du père de mes deux filles. Et quelques temps après, j'ai fait une rencontre sur Internet. Donc voilà, bon, on a parlé, je suis venue chez lui passer une dizaine de jours pour voir comment ça se passait. Il est venu chez moi et en fin d'année, on avait décidé que je vienne habiter chez lui dans le sud, parce que moi j'habitais dans l'est de la France. Et j'ai dit pourquoi pas, bon voilà, on va tenter le tout pour le tout. J'ai pris mes 2 enfants, mes 2 valises et on est venu habiter ici, donc chez lui. Et bon, les premiers temps, ça a été à peu près, et au fil du temps, je me suis aperçue que c'était une personne très égoïste, quoi, qui pensait qu'à elle, quoi, qui pensait qu'à l'argent, qui pensait... En plus, je suis arrivée ici, bon, j'avais pas de travail, j'ai mis 6 ans à pouvoir trouver un CDI. Mais par contre, j'ai fait toutes sortes de petits travails. Je suis jamais restée sans travailler, quoi, en fait. Hein. Et voilà, quoi. Et il supportait pas mes 2 filles. Bon, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais j'ai quand même 2 enfants qui sont bien élevés, qui sont corrects, qui ont toujours été corrects avec lui. Et lui se permettait toujours de faire des reproches, quoi. Et voilà. Et au fil du temps, au bout de 9 ans, j'ai ouvert les yeux et j'ai dit là c'est plus possible, parce que c'était des insultes, des réflexions, ne pas pouvoir acheter ci, ne pas pouvoir acheter ça, et je payais tout, il payait rien, et voilà quoi. Et là il y a un mois je lui ai demandé de partir et j'en souffre. Oui, malgré tout. Malgré tout j'en souffre, oui, parce que qu'est-ce qui vous fait souffrir? Vous souffrez de il m'a humiliée déjà, il m'a insulté devant mes enfants, il m'a... Lorsque vous lui avez demandé de partir? Disons, oui, il était assez vexé parce que, voilà, il comprenait pas. Il disait que, voilà, c'était pas à lui de partir, c'était à moi, que si je voulais partir, c'était à moi de partir. Et voilà, je me retrouve dans une ville que j'aime pas, en plus. J'aime pas du tout cette ville. Oui. J'ai vraiment du mal à m'y faire, même au bout de 9 ans. Et j'ai vraiment pas la possibilité de remonter chez moi, quoi. Pourquoi? Financièrement, je peux pas. Maintenant, toute seule avec 2 enfants, financièrement, je peux pas. Vous avez un travail, là? Oui, j'ai un travail, oui, heureusement. Oui. Heureusement, bon, j'ai un travail où je gagne 1 000 euros par mois. Hein, je gagne pas des 1 000 et des 100. Et bon, à 3, c'est quand même assez dur, quand même. Oui. Quoi. Et vous pourriez, qu'est-ce qui fait dire que vous ne pourriez pas quitter cet endroit, cette ville où vous ne vous plaisez pas du tout? Parce que si vous aviez un travail bien rémunéré, je comprends, mais un travail où vous gagnez 1 000 euros par mois, on peut penser que vous pourriez trouver dans une autre ville. Oui, c'est enfin, sûr. En vous assurant au préalable, mais que vous pourriez retrouver, voyez, en faisant des démarches, on quitte pas. Mais pourquoi vous ne pouvez pas, selon vous, partir? Parce que si déjà vous ne vous plaisez pas, ça compte pour votre morale. C'est sûr, voilà, parce que j'ai pas de famille, j'ai rien ici. J'ai rien du tout. Heureusement que j'ai mes 2 filles, parce que sinon je serais même plus là. Hein. C'est-à-dire? J'ai tellement souffert que oui, je vois pas l'intérêt de rester sur Terre pour souffrir autant, quoi. Oui, mais alors ça n'a pas de sens, Annie. Vous voyez, on ne reste pas comme ça à souffrir. Il y a des,
on reste pas avec une telle souffrance. Voilà, c'est ce que je me dis. Je me dis, bon, c'est vrai que depuis un mois qu'il est parti, bon, comme me disent mes filles... Bon, d'abord, ça fait un mois, hein. Il faut vous donner un peu de temps. Mais oui, je me dis que je vaux plus rien, que... Voilà, il m'a tellement insultée, tellement... Je me sens tellement rabaissée, tellement... Oui, mais parce que ça, c'est finalement lui encore qui vous a mis ça en tête. Donc voilà, et voilà, encore aujourd'hui, il m'appelle parce qu'il a des problèmes avec sa fille, des problèmes de pension et tout ça. Il m'appelle pour que je lui fasse sa déclaration d'impôt. Voilà, je suis toujours trop bonne, mais que pour ça, quoi. Oui, après... alors vous voyez l'ambivalence de cet homme. Il vous rabaisse, il vous dit que vous êtes bonne à rien, et en même temps, c'est sur vous qu'il s'appuie. Mais c'est ça il a besoin de vous. Pas. Voilà, je comprends pas du tout. Je comprends pas du tout. C'est-à-dire que lui, finalement, pour exister, a certainement besoin d'humilier les autres, et en particulier la femme avec qui il est. C'est pas lié à vous. Il agirait de la même façon avec d'autres, avec une autre femme. Ah, mais je vois qu'de toute façon, même avec ses amis comprennent pas son comportement non plus, parce que il se tourne vers ses amis que quand il a besoin. Enfin, voilà, il profite toujours des personnes, et après, on vaut plus rien, quoi. Oui, mais pourquoi qu'est-ce qui vous fait douter de vous comme ça? Vous aviez de la valeur avant de rencontrer cet homme, et vous avez toujours de la valeur même si cet homme n'est plus dans votre vie. Ben non, je me sens... Non, je me sens... Il a fait un travail de sape, on est d'accord. Mais pour autant... il s'agit pas de lui donner raison. Non, c'est lui, il a un comportement destructeur. Voilà, c'est ça. Et il me dit que c'est moi qui détruis, quoi. Oui, mais ça, c'est de la manipulation. Voilà. Oui, mais justement, il me dit que je suis manipulatrice, que je suis destructrice, que voilà, c'est ça que je comprends pas, alors que il voyait bien que justement il était à la maison, moi je faisais tout, je payais tout, j'assumais mes enfants, il a jamais rien fait en 9 ans avec mes enfants, et de l'autre côté c'est moi qui prends tout, c'est ça que je comprends pas, je sais pas pourquoi ça me fait souffrir autant, quoi. Mais qu'est-ce qui vous fait souffrir, de ne plus être avec lui, ou tout ce qu'il vous a dit, ou tout ce qu'il m'a dit, oui, et bon. Mais parce que vous deviez douter de vous déjà auparavant. Oui. Parce qu'il y a pas si longtemps, on avait le projet d'acheter une maison, et quand j'ai vu les proportions que ça prenait, j'ai dit oh là là, on va pas s'engager là-dedans, parce que je sentais que vraiment ça n'allait plus, je supportais plus de me faire insulter le soir. Mais heureusement. En rentrant du travail, je n'osais même plus rentrer à la maison. Je m'inquiétais pour mes filles parce que bon, ils se gênaient pas non plus pour dire ce qu'ils pensaient à mes filles. Bon, il y a une certaine façon de parler aux enfants aussi. Mais vous voyez, je trouve que quand même vous avez eu, ça montre que vous avez une certaine. Vous dites que vous avez le sentiment de ne plus rien valoir et tout. Or, vous avez quand même gardé une certaine estime de vous pour pouvoir à un moment réagir. Il y a des personnes qui se seraient laissées comme ça, qui auraient continué à se laisser humilier, voire même à laisser humilier leurs enfants. À un moment, vous vous êtes dit trop, c'est trop. C'est ce que dit Brigitte d'ailleurs, qui dit ces insultes lui appartiennent et sont sans aucun rapport avec votre valeur. Elle ajoute, vous avez eu le courage de prendre une décision saine. Et c'est vrai que c'est courageux, ça demande de la maturité de se séparer quand la relation n'est plus vraiment plus possible. Or là, vous étiez arrivé à un niveau un niveau de climat dans la relation où c'était pas possible de vous laisser insulter et humilier de la sorte. Cet homme a un problème dans sa relation. Avec les autres ou avec les femmes peut-être. Tout à fait, mais c'est une donc personne... vous n'êtes pas responsable. Mais
à la rigueur, je me sens responsable aussi pour mes enfants, de leur avoir fait subir ça, quoi. Mais écoutez, je pense que ce qui serait problématique, c'est si vous aviez continué dans cette relation, et ce sont des filles, et d'autant plus, enfin, ça serait des garçons d'ailleurs, ça serait aussi problématique, hein, mais de voir leur mère se laisser humilier et de ne pas réagir. Parce que là, c'est vrai que vous hypothéqueriez sérieusement leur avenir, parce que un jour, elles seront également dans des relations amoureuses, dans des relations de couple. Il y a toujours le risque qu'elles répètent un schéma. Oui. C'est-à-dire voir une mère, voir un parent qui se laisse humilier, qui ne réagit pas, c'est toujours préoccupant pour un enfant. C'est angoissant. Or là, vous leur donnez, au contraire, un exemple courageux. C'est-à-dire vous montrer que on ne peut pas tout accepter. Voilà, quand on est dans une relation, vous vous faites respecter. C'est-à-dire que, en tant que femme, vous vous faites respecter. Donc, de quoi culpabilisez-vous par rapport à vos filles? Oui, elles ont été témoins de scènes où cet homme, à certains moments, a été insultant. Vous pouvez, si elles vous en parlent, quel âge ont-elles, vos filles? Ah, mais j'en ai une de 18 ans et une de 14 ans. Bon. Donc, elle vous pose des questions? Ben, la grande, elle me dit, mais elle me disait, mais séparez-vous, ça ne va pas. Et bon, elle partait souvent de la maison parce qu'elle supportait plus non plus d'entendre toutes ces disputes. Et puis la petite est quand même assez traumatisée quand même. Hein. Elle a du mal aussi à... Elle n'a pas confiance en elle non plus, ni rien. Et c'est vrai que... Mais traumatisée, vous pensez depuis un mois ou déjà avant? Ben, c'était déjà avant, hein. Ça fait un moment que ça dure, qu'on vivait dans un climat comme ça. Hein. Ça fait combien de temps? 3 ans. D'accord. 3 ans, oui. Et je sais pas pourquoi, j'avais quand même des sentiments pour cette personne, malgré tout. Oui. Bon, vous pouvez en parler avec vos filles. Dire que effectivement, il y avait des choses qui n'étaient pas acceptables de la part de cet homme, les insultes, les choses, mais que les sentiments que vous aviez pour lui faisaient que vous avez eu du mal à prendre cette décision. Oui. Sans rentrer après trop dans les détails, parce qu'il y a des choses qui vous appartiennent de votre relation de couple. Mais il y a des choses dont elles ont été témoins. Oui. Après, ce qui lie un couple, ça échappe toujours aux autres protagonistes. Hein. Bon, parce que notamment, il y a des choses qui se jouent au niveau du désir, au niveau de la sexualité, qui échappe évidemment à tous ceux qui sont extérieurs au couple, et évidemment aux enfants, et heureusement. Ça ne les regarde pas. Hein. Donc, mais elles ont été témoins. Donc, si elles vous posent la question, vous pouvez leur en parler. Si elles vous posent la question, parce qu'il y a aussi de votre culpabilité, et il y a aussi de votre peine à vous, de votre chagrin à vous. Et dites-vous bien, Annie, ça ne fait qu'un mois. Oui. Donc, il faut aussi vous laisser le temps de digérer un peu cette séparation. Oui. Hein, ça peut pas se faire comme ça du jour au lendemain. Il y a quelqu'un qui pose une question disant, est-ce qu'il a eu des gestes violents envers vous? Il a essayé à un moment donné et j'ai réussi à m'enfermer dans la salle de bain. D'accord. Et vos filles étaient présentes? Oui, ma fille, la petite, était là. D'accord. Et avec elle, qui était donc à l'extérieur, et ça n'a pas été violent? Non, avec elle, non. Non, elles ont eu beaucoup d'insultes, beaucoup de choses comme ça, mais après, pas de violence, non. Non. De toute façon, je j'aurais pas laissé faire, hein, parce que c'est pareil, j'estimais que l'éducation de mes filles, c'était à moi de les éduquer, et encore de les éduquer,
elles sont tellement gentilles, elles ont tellement supporté de choses. Et je vois même la grande de 18 ans, jamais elle lui a répondu, jamais. Oui, jamais elle malgré tout, oui, elles sont tout. bien élevées, parce que très Voilà. bien élevées, très bien Voilà. éduquées. Donc même face à un adulte qui était Voilà. lui à très fait. agressif, même plus qu'agressif et violent en parole, Oui. elle restait très polie, très tout à fait. mesurée. Voilà, même quand il rentrait le soir, elle lui disait bonjour, elle lui disait bonsoir. Voilà, il y avait toujours ce respect, contexte, ce respect vis-à-vis de lui. vis-à-vis de l'adulte. Voilà, tout à fait. Donc, comme je lui ai dit, elles t'ont toujours respecté, elles ont... Oui. Voilà, donc il y avait quand même déjà... je comprenais pas. Oui, alors c'est important de leur dire aussi que jamais vous n'auriez accepté qu'il ait des gestes violents vis-à-vis d'elle, et que déjà le comportement qu'il avait en parole, c'est vrai, n'était pas acceptable, mais que ça a été compliqué pour vous et parce que malgré cette attitude-là, vous aviez des sentiments pour lui. Ça peut leur paraître un peu étrange, voilà, mais mais même c'est une réalité. Ses amis à lui, là, on avait... c'était son ami, il avait une amie du sexe féminin avec qui il s'entendait très très bien, que moi je suis devenue, du fait d'être en couple avec lui, je suis devenue son amie aussi. Et elle me disait toujours, au fur et à mesure des années, elle a vu son comportement un peu, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais avec lui? Tu n'as rien à faire avec lui. Et depuis, ils se parlent plus, parce que elle me dit, t'as fait beaucoup trop de mal. Elle me disait, quitte-le. Mais moi, les sentiments me prenaient le dessus. Et voilà, même cette amie-là, et à l'heure actuelle, elle me dit, mais c'est la meilleure des choses que tu aies faites, de lui dire de partir. Quand on vous écoute nous parler de lui et de votre relation, oui. Mais je pense que c'est avec le temps que vous allez... Et j'ai tellement peur à 43 ans de me retrouver toute seule, puis surtout... 43 ans Non. Oui. C'est pour ça que je me dis, j'ai pu... mon temps il est passé et j'ai pu... j'ai raté ma vie, quoi. Pourquoi dites-vous ça? Mais parce qu'il m'a tellement rabaissé que je me dis, j'arriverai jamais à... Mais votre vie, d'abord, c'est une période de votre vie. Cet homme c'est pas toute votre vie, cet homme. Et votre vie, elle est loin d'être finie. À 43 ans, votre vie, elle est pas finie, Annie. Mais justement, pour moi, j'ai du mal à... Oui, mais parce que là, attendez, là, vous êtes dans un moment où vous êtes en plein dans ces chagrins de la séparation, dans la tristesse, dans la déception, dans toutes ces émotions qui suivent une séparation. Il y a un deuil à faire. Hein? Oui. Mais vous vous rendez compte, vous avez 43 ans. Ben oui, mais... Donc il y a plein de choses à vivre. Vous avez aimé, vous avez été aimé mal par cet homme en l'occurrence. Mais pourquoi n'aimeriez-vous pas à nouveau et ne seriez-vous pas aimé à nouveau? Et puis vous avez vécu 9 ans, ce qui est beaucoup, c'est beaucoup 9 ans d'une histoire. Mais je veux dire, c'est pas toute votre vie cet homme. Il a pas, vous voyez, vous êtes en train de dire là, ça y est, vous avez raté votre vie. Vous vous rendez compte de l'importance que vous donnez à cet homme? Parce que vous êtes en plein dans une période comme ça de chagrin, donc vous lui donnez une importance phénoménale. Alors qu'il n'en vaut pas la peine, je comprends pas. Parce que justement, c'est important de comprendre pourquoi à un moment. Alors, c'est bien que vous ayez pu réagir, hein. Oui. Mais comme dit Brigitte, le temps et des expériences positives vont aussi vous aider à guérir de ces sentiments d'humiliation, de perte de valeur. Et puis finalement, qu'est-ce qui vous a touché chez lui? Peut-être qu'est-ce que vous avez voulu? Est-ce que vous avez cru pouvoir le changer? Voilà, oui, aussi. Parce que ça, c'est assez humain, assez féminin. Mais c'est infaisable. Oui.
Oui, on ne changerait pas. Ah non. Il y a quelque chose... peut-être ça va changer quelque temps et de toute façon, ça reprend le dessus très rapidement. Il y a une autre Brigitte qui envoie un mail en disant « Restez vous ce que vous êtes et fuyez ce qui vous est destructeur ». Oui. Il y a quelqu'un qui dit « Est-ce que vous saviez pourquoi cet homme était violent ? Est-ce qu'il avait un problème d'alcool ? Quelle était son histoire ?» Non. Niveau alcool, non. Bon, au niveau, je sais qu'il a eu une première relation où il a eu un enfant, où cette femme lui a fait un enfant dans le dos, et donc il était vraiment révolté après cette fille, quoi, et le fait de se retrouver avec un enfant qu'il n'a pas voulu. Ouais. Et je pense que la relation avec mes enfants, comme je lui avais toujours dit, je dis, toi t'as pas voulu d'enfant, mais moi j'en ai voulu. Il y avait une différence. Hein. C'est pour ça parce que même avec sa fille, il a des problèmes relationnels. Oui, mais vous voyez, est-ce qu'il n'aurait pas un problème avec les femmes ? Enfin, c'est peut-être vrai. Peut-être que cette femme lui a imposé un enfant qu'il ne désirait pas. Mais bon, après, cet enfant était là. Pourquoi, voyez, il a des problèmes relationnels avec sa fille. Bon, après tout, sa fille n'était pas responsable de ça. Qu'il en veuille encore à la mère. Mais la fille, l'enfant, elle n'est pas responsable de ça. Oui, tout à fait, tout à fait. Après, c'est sa version. Après tout, peut-être que, vous voyez, il dit elle a fait un enfant dans le dos. Peut-être que finalement, lui, en veut aux femmes. Bon, vous avez 2 filles. Il était insultant vis-à-vis de vos 2 filles. Vous, il était insultant vis-à-vis de vous, humiliant. Ça fait beaucoup quand même. Oui. Vous voyez, c'est bon. Alors qu'il ait eu, on peut, après tout, prêtons-lui crédit que réellement cette femme lui ait fait, comme il dit, un enfant dans le dos. Enfin, bon, il a des problèmes relationnels après avec sa fille. Il est insultant vis-à-vis de vos filles. Il est insultant, humiliant vis-à-vis de vous. Bon, n'aurait-il pas un problème avec les femmes ? C'est aussi la question qu'on peut se poser. Hein, peut-être, oui. Et c'est pas à vous de payer l'addition, hein. Et ben voilà, c'est ce que je lui ai dit. Bon. C'est ce que dit le valet de cœur, vous avez protégé vos enfants et vous vous êtes fait respecter en tant que femme. Et il dit, j'ai envie de vous dire respect, madame. Voilà. Alors après, vous avez peut-être cru pouvoir, désirer le changer et c'est là où c'est compliqué pour vous. Mais vous l'avez aimé, il n'y a rien à regretter, et vous avez eu des bons moments, mais c'est son chemin à lui, vous avez le vôtre à vivre. Hein. Bonsoir Brigitte. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voulais aider cette personne, elle s'appelle aussi Brigitte, je crois. Elle s'appelle Annie. Annie, pardon. Oui. Pardon, excusez-moi. Je vous en prie. Alors, je suis révoltée de ce que j'entends. Comment elle a pu subir autant de souffrances sans comment dirais-je, pouvoir se révolter. Parce que moi, j'ai été humiliée à ma façon aussi. Et pourquoi elle s'est jamais rebellée ? Si, puisqu'elle a quitté cet homme quand même. Hein. Oui, mais quand même, avoir subi des souffrances pareilles, excusez-moi, on ne peut pas, en tant qu'être humain, de subir des choses pareilles. Eh bien oui, c'était dur et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, j'ai dit stop. C'était il a fallu la goutte d'eau pour que je comprenne vraiment que de toute façon, j'irai pas plus loin et que je peux pas continuer à passer ma vie à me faire insulter tous les jours, quoi. Exactement, c'est inacceptable de se faire traiter de... Excusez-moi, c'est inacceptable de se faire traiter de la sorte parce que j'ai connu ça, mais essayez... Comment je peux vous dire ça ? Excusez-moi, je suis un petit peu emballée, parce que là, je vous soutiens à 100%, mais essayez de... Je sais pas comment vous dire ça, vous rebiffer, je sais pas comment vous dire, exprimer ma colère. Mais j'ai essayé de hausser un peu le ton comme il faisait, parce que j'ai essayé, je dis, il faut qu'on discute calmement, mais c'était impossible. Parce que de suite, ça prenait des proportions où, les insultes sortaient. Donc aucune discussion possible, rien. Ça s'énervait de suite. Et moi, je supporte pas tout ce... Moi, je suis une personne posée, calme, et je pouvais plus supporter ça. Je pouvais plus. J'ai supporté par amour et les insultes après ont pris le dessus et l'amour est parti. Hein. Au bout d'un moment, je ne pouvais plus aimer une personne comme ça. C'est pas possible. Mais bien sûr que si. Vous voyez. Vous avez vu tout ce que vous avez enduré quand même, n'empêche.
Mais oui, mais... L'amour est un peu parti quand même, vous dites. Oui, Hein? Vous Oui, l'avez dit, vous dites l'amour est parti, vous ne pouviez plus aimer une personne comme ça. Quand même. Hein? C'est pas... Il y a Laurence de Picardie qui dit votre rupture est récente, vous restez accrochés à vos années partagées ensemble, il vous maintient dans cette relation passée, il ne coupe pas complètement les ponts. Attendez, pardonnez-moi Brigitte, je finis la lecture du mail. Cessez toute relation afin de vous reconstruire, il vous rabaisse et entretient ce sentiment chez vous que vous ne valez rien. Cet homme est néfaste pour vous. Oui Brigitte? Tout à fait. Ah là, je suis d'accord. Alors ça, je suis tout à fait d'accord avec le mail que vous avez eu. Oui. Parce que j'ai été rabaissée. Je peux vous raconter une anecdote qui dure 30 secondes. Hein. Oui. Je m'étais teint en blonde pour mon anniversaire et mon ex-mari m'avait dit on dirait une pute. Ah bon? Ah bon? Parce que je m'étais teint les cheveux en blond. Et blablabla. En plus, il y avait des amis chez nous. Dans les hommes aiment bien les blondes. Les bretelles par son copain. Mais non, je pense à... vous seriez teinte en brune, il aurait dit la même chose, quoi. Tout était bon. Ouais. Exactement. Non, mais je pense à Annie parce que ça me fait mal au cœur parce que d'être rabaissée comme mais elle l'est plus. Elle ne l'est plus puisqu'elle s'est séparée de cet homme. Oui, heureusement. Oui. Mais c'est inadmissible d'être traité de la sorte. Ouais. Et c'est pour ça que je suis révoltée. Excusez-moi. Oui, c'est votre colère. Ça réveille en vous la colère, ce que vous avez éprouvé. Et il faut qu'elle bouge aussi. Oui. Mais il faut que je trouve la force. Vous êtes d'accord avec bien moi? Sûr. Mais bon, alors, par rapport à vos 43 ans, vous disiez, oh là là, 43 ans, j'ai l'impression d'avoir raté ma vie. Il y a Jean-Claude qui dit, mais c'est le début de la période des cadras. On peut enfin se poser et devenir zen. Vraiment, dit Jean-Claude. Alors, franchement, tout l'avenir, ça reste ouvert. Hein. Pas de crainte à avoir. Et pourtant, je l'ai, cette crainte. Hein, oui, mais parce que c'est très récent, c'est ce qu'il faut vous dire. En tout cas, moi, là où je rejoins Laurence, c'est que il n'est pas bon de rester en contact avec cet homme qui se débrouille pour sa déclaration d'impôt, pour tout ça. Il n'a pas à venir vers vous pour que vous régliez ses papiers ou autres d'ailleurs. Hein. Vous n'êtes plus avec lui, il se débrouille. Vous êtes, voyez, encore très ambivalente vis-à-vis de lui. Donc, laissez-le. Vous avez pris la décision de rompre. C'est courageux de votre part, mais le mieux, c'est de ne plus avoir de lien avec lui. Et qu'elle se libère. Faut plus avoir de lien du tout avec lui alors. Non. Allez, il y a Pam de Pau qui dit, mais Annie a 43 ans. Selon toute probabilité, elle devra encore vivre au moins 40 ans, vu l'espérance de vie, effectivement, l'allongement de la vie. Et puis, il y a Amiez et onvasortir.com dont on a parlé. Youpi, une nouvelle vie démarre, dit Pam, une activité physique, une activité intellectuelle, une bonne alimentation et zou. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, ne jamais subir, ne jamais se résigner. Mesdames, le masochisme n'est pas de l'amour. Et tout à fait. Raison. Hein donc. Pourtant, je demande pas grand-chose. Hein. Je demande juste, quelqu'un qui me donne de l'attention, et ne pas être rabaissé comme j'ai été rabaissée. Et vous méritez mieux que ça. Hein. Voyons. Alors, il y a Olivier qui dit le témoignage d'Annie laisse à croire que tout de suite après son divorce, elle a cherché avec force une nouvelle histoire. Elle semble maintenant souffrir de l'abandon. À creuser, peut-être. Pourquoi cette notion d'abandon? Voilà. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. Annie, bon courage. Merci beaucoup, Brigitte, aussi de nous avoir appelés. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Ça vous fait réagir ce que disait Annie à propos de la quarantaine. Annie qui nous disait j'ai 43 ans et franchement j'ai l'impression que ma vie est un échec. Qu'attendre de la vie quand on a 43 ans. Eridan dit je suis dans le chant de la quarantaine et je trouve ce chant très vivant. Cette période sans le vent, le verre et l'air. À 40 ans on tutoie enfin la vie. François de la baie de Somme dit courage Annie, j'ai 42 ans, je viens de rencontrer enfin l'amour, elle a 23 ans, ça fait maintenant 2 mois, je ne pensais plus que c'était
possible. Bise à vous. Et puis, il y a Laurence qui dit « J'ai 43 ans et je peux vous dire que la vie démarre parfois aussi à 43 ans. Alors allez-y, vivez pleinement, vivez intensément. » Et Brigitte qui nous envoie un petit mail pour dire « Une personne qui est vraiment respectueuse de l'autre, mais longtemps à réaliser que l'on abuse d'elle. Mais une fois que cela est fini, cela est fini. Cette patience montre que l'on veut être sûr de la personne que l'on a en face de soi. Votre âge vous a donné déjà une certaine sagesse que vous utiliserez à coup sûr pour l'avenir. » Bonsoir Colette. Bonsoir. Bonsoir. Je suis un petit peu émue de passer à l'antenne. Le message de Nadège m'a beaucoup touchée tout à l'heure et puis c'est ce qui m'a poussé un petit peu à vous appeler. Oui. Moi je suis en retraite et j'ai donc un fils qui a 45 ans. Oui. Et puis il était donc marié et il buvait un petit peu et puis petit à petit l'alcool a amené le divorce. Et il a donc deux garçons. Donc Oui. il s'est installé, il a pris son appartement qu'il a joliment décoré, mais bon, petit à petit, il buvait un peu plus. Alors, moi je suis seule, j'ai un compagnon si vous voulez, mais je ne vis pas avec. Je fais du sport, c'est une vie qui nous convient très bien à l'un et à l'autre. On mange ensemble, on va au cinéma, mais chacun a son appartement. C'est une personne à qui je ne peux pas parler tellement de mon souci, car il ne comprend pas l'alcool ni la déprime. Donc j'évite toutes ces conversations. Et puis donc mon fils s'est mis à boire, alors un peu plus, et puis est-ce que c'est quand il déprime qu'il se met à boire, enfin bref, et je ne suis pas à côté, j'habite quand même à 70 km. Donc lorsque il a bu, je pense que alors les voisins, peut-être qu'il fait du bruit, les voisins les appellent et puis appellent les pompiers, puis on l'emmène à l'hôpital aux urgences. Oui. Il est sevré. Alors il a subi des cures déjà, des cures de sevrage. Oui. Bon, il a suivi les alcooliques anonymes, mais ça a tenu 1 an, 2 ans. Et là, maintenant, c'est de plus en plus souvent. Donc, on l'emmène aux urgences, il subit son sevrage, et puis il fait un stage en hôpital psychiatrique. Et puis, quand il sort, bon, ça va bien une quinzaine de jours. Maintenant, il craque. Il recommence le même, enfin, de boire, et puis hôpital, enfin bon. Et moi, là, je n'en peux plus, parce que moi, je ne déprime pas, puisque je fais mon sport, je fais tout un tas de choses, mais je vis dans l'angoisse. Oui. Constamment dans l'angoisse. Et là, il est très gentil, pas violent, mais bon, quand il a bu, c'est une loque, hein. Donc, lorsqu'il va sortir, là, prochainement, moi, j'ai envie, et je ne pars pas en vacances, j'ai toujours peur qu'il lui arrive quelque chose, donc je peux pas. Donc, et là, il va sortir sous peu, et moi, je souhaitais, parce qu'il pensait rencontrer quelqu'un tout de suite après son divorce. Il vit très mal sa solitude, très, très mal. Et je lui ai parlé d'OVS, ou dans la région où il est, il aime le sport, il s'est inscrit, il est allé une fois, mais quand je vais le voir, je l'entraîne, moi, je l'emmène courir, je le fais marcher. Mais vous êtes très dynamique, hein Ah oui, c'est ce qu'il disait à son psychiatre, ma mère, je suis pas comme ma mère. Donc il va sortir sous peu. Et moi, j'ai donc mes cousines qui m'appellent souvent, qui me disent tu tiens le coup, je sais pas comment tu fais. Bon, moi, c'est comme ça. Et là, moi, j'avais envie de lui dire, écoute, maintenant, c'est fini, ne compte plus sur moi, parce que dès qu'il y a un truc, je prends ma voiture et je pars vers lui. Je voulais lui dire, mais est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon pour lui? Moi, c'est fini, ne compte plus sur moi, tu fais comme tu veux. Parce qu'il compte beaucoup sur moi, justement. Il sait que je suis là. Et est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je sais pas. J'en peux plus. Je sais pas ce qu'il faut faire. Alors, est-ce que c'est compliqué? C'est très compliqué. Et est-ce que ce serait parce que
il sait que, bon, il m'appelle pour des conseils. Le matin, il m'appelle. Le soir, il me dit bonsoir. Ah oui, il vous appelle régulièrement. On s'appelle. Alors, moi, oui, le jour où j'ai pas de coup de fil, ça y est. Je me dis... Vous vous inquiétez. Oui, il compte beaucoup sur vous. Il compte beaucoup sur moi. Il est très gentil, mais il a un souci aussi, c'est qu'il est quand même menteur. Hein. Il y a des choses, je me suis rendu compte où il mentait. Oui, mais alors, par rapport à l'alcoolisme pour des petites choses. Oui, mais c'est certainement lié à l'alcool. Enfin, peut-être lié à l'alcool, je ne sais pas. Non, vous pensez pas. Enfin, c'est parce que souvent c'est lié dès qu'il y a de la dépendance, souvent il y a du mensonge. Hein. Oui. Les gens mentent, à leur entourage. Je lui remonte le moral tant que je peux. Je lui dis, je crois que c'est important. Pour réussir, j'ai dit, tu as de la volonté. Alors je dis, écoute, quand tu sens que tu vas boire, qu'il y a quelque chose, prends, bois de l'eau, sors. Mais bon, c'est facile à dire. Et le problème, c'est que la question donc que je voulais vous poser, est-ce que ça sera bon pour lui si je lui dis, je vais en être malade si je lui dis ça de toute façon. Maintenant, ne compte plus sur moi. Tu as suffisamment fait 2 cures d'hospitalisation. Il faut arrêter. Moi, ne compte plus sur moi. Je m'occupe plus de toi. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Déjà, vous dites que vous allez en être malade. Oui, ça va me travailler, bien sûr. Donc, vous n'allez pas être bien. Enfin, ça vous correspond pas. Non. Vous n'êtes pas. Vous n'allez pas être rassuré. Non. Vous n'allez pas être bien en disant que vous le laissez un peu. Surtout que c'est pas comme si il est pas dans un déni de son problème, de sa maladie. C'est-à-dire qu'il fait des cures. Il accepte d'être hospitalisé. Oui. Alors, il rechute, il retombe, mais on sait aujourd'hui, et les médecins alcoologues le disent, que même les rechutes amènent à un moment, c'est pas grave. Eux-mêmes considèrent que à un moment c'est un pas vers la guérison. Voyez, il ne faut pas, si vous voulez, il faut rester confiant. Mais ça fait trop longtemps que ça dure, vous savez, je me dis, mais... Ça paraît toujours trop long, hein. Quand il revient, il dit c'est fini, il dit non, elle est aux urgences. Parce qu'il y croit. Et puis alors, la dernière fois, je me suis dit, moi, je lui donne pas 3 mois. Ça n'a pas duré 3 mois, ça a duré 15 jours. Et moi, vous savez, après le décès de mon mari, j'ai fait un cancer. Et j'ai pas envie encore je me soigne parce que mais j'ai de l'angoisse, voilà, c'est ça. Je comprends. J'ai de l'angoisse. Oui, je comprends que vous soyez angoissée. Alors, je lui dis, écris, lis. Alors, bon, lire, c'est difficile parce qu'il dit, je m'évade comme ça. Alors, j'ai dit, mais tu faisais beaucoup de mots fléchés, occupe-toi. Il ne sait pas s'occuper chez lui, il dit, toi, je sais pas comment tu fais, Oui, il n'a pas votre tempérament. Du tout. C'est-à-dire que derrière, il y a, vous dites, je ne sais pas s'il boit parce qu'il est en dépression ou s'il est en dépression parce qu'il boit. Oui. On peut penser que, vous dites, ça a commencé après une séparation. Oui. Et il pensait retrouver quelqu'un tout de suite, lui. Oui, mais vous voyez bien comme si il ne peut pas rester seul. Il y a une trop grande angoisse. Et finalement, la solution pour lui, c'est surtout ne pas rester seul, retrouver quelqu'un, retrouver un nouvel amour qui va le sortir de là. Et donc, alors, il y a chez lui certainement derrière un état dépressif. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, l'alcool renforce, majore cet état dépressif. Donc, je pense pas, si vous voulez, que le fait de lui, vous restez sa mère et que le fait de lui dire je m'occupe plus de toi, je serai plus là pour toi, soit le provoque parce que si vous faire ça serait pouvoir dire vous escomptez un effet électrochoc finalement, dire peut-être que ça va l'amener à se prendre en charge. Or, je pense que
c'est toujours périlleux parce que c'est toujours compliqué pour l'entourage parce que effectivement il faut pouvoir être là et en même temps vous ne pouvez pas le prendre en charge. C'est plus un petit enfant, c'est lui qui doit se prendre en charge. Ce qu'il fait malgré tout, en acceptant quand même des hospitalisations, des cures, même si il rechute. Donc, je pense que votre présence fait partie quand même de ce processus et qu'il pourrait le vivre comme un abandon. C'est mon point de vue. Oui, mais moi je trouve qu'il ne fait pas d'efforts. Bon, il n'a jamais été pris en état d'ivresse à son travail, jamais. Bon, donc ça c'est important. C'est important. Et puis donc, sur son lieu de travail, son chef vient le voir, l'infirmière est venue le voir, il est très bien vu et tout. Mais quand il se prend quand il y a un flash, là, un coup de déprime, alors là, et puis il serait capable de faire n'importe quoi, il serait capable de vendre son appartement. Il a fait des frais, j'ai regardé un peu ses comptes, j'ai dit, mais où tu vas là? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je peux pas non plus toujours être, je veux pas être dans ses comptes. Bon, j'entendais tout à l'heure, bon, il fait sa déclaration d'impôt, il fait tout ce qu'il a à faire. Oui, quand même. Mais il s'occupe de tout ça. Mais lorsque il tombe dans cette période de boisson, là, c'est une loque. Mais oui, il ne peut plus rien faire. Alors moi, je pars pas en vacances parce que j'ai toujours peur. Alors ça, il faudrait que vous arriviez à partir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous empêcher de partir en vacances, en revanche. Oh, oui. Vous voyez, parce que vous avez besoin quand même aussi... Vous ne pouvez pas vous couper, vous empêcher de vivre. C'est là où mais j'entends bien que c'est compliqué, que ça vous plonge dans un véritable désarroi. C'est-à-dire qu'entre être dans un ultimatum, je m'occupe plus de toi. Enfin, maintenant, si tu n'arrêtes pas, en gros, j'arrête tout, je te laisse et tu ne m'appelles plus. Enfin, finalement, créer une rupture. Et puis, ne pas partir en vacances parce que vous avez peur. Vous voyez, il y a quelque chose, un juste milieu à trouver. C'est-à-dire que ça ne doit pas vous empêcher de mener votre vie. J'entends bien, je comprends votre angoisse, mais vous devez pouvoir partir en vacances. Et vous devez lui dire, moi je pars en vacances. Parce qu'il faut aussi que je vive. Il va sans doute me dire, oui, t'as raison, profites-en, mais c'est moi qui ne serai pas tranquille. Vous savez, moi j'ai jamais pris de comprimés, là, je prends un peu de Lexomil, mais je pense qu'il fera pas plus. Il s'alcoolisera pas forcément plus le temps où vous serez en vacances. Bah oui, mais oui. Vous voyez ? Je sais pas. Parce qu'il sait que justement vous ne serez pas là. Puis ça peut jouer aussi. Ce qu'il y a aussi, c'est que j'ai personne à qui en parler. Vous pouvez en parler. Et justement, dans les associations telles que les alcooliques anonymes, Al-Anon, il existe des groupes de parole. Oui. Pour les proches. Oui, mais j'y suis allée une fois. Il m'a emmené, lui, il m'a fait connaître justement. J'y suis allée, mais bon. Parce que ça pourrait vous aider à voir comment un peu vous situer. Vous voyez, par rapport aux questions que vous vous posez, rencontrer, partager ce que vous vivez avec d'autres, puisque vous ne pouvez pas le faire avec votre compagnon. Il y a aussi un livre qui est très bien fait, qui s'appelle « Quand l'autre boit, guide de survie pour les proches de personnes alcooliques ». C'est de Claude Vellinger et Maryse Chuy. Alors c'est bon, je vais les... Comment Claude Oui, c'est Claude Vellinger. Oui, non, mais le titre du livre... Ah oui. Alors c'est « Quand l'autre boit ». Oui. Guide de survie pour les proches de personnes alcooliques. Oui. C'est Claude Vellinger, Vellinger, oui. Et Maryse Chuy. J'ai l'impression d'être Isabelle Mergo là. TSCHUI. C'est aux éditions J'ai lu. Mais bon. Écoutez, c'est pas Vellinger, c'est Uellinger. C'est U, pardon. C'est pas un V, c'est un U.
D'accord. Si vous voulez, on vous le redonnera hors antenne. Et de toute façon, tous les références des livres sont sur le site Europe 1. Donc, il faut aller dans Grille des programmes. Après, vous allez dans la libre antenne, 23h, 1h. Et après, ils en ont parlé dans la libre antenne. Il y a un petit onglet sur la droite. Et vous retrouvez toutes les références. Mais ne raccrochez pas. On va vous donner toutes les références de l'ouvrage hors antenne. Bon courage à vous, Colette. Merci beaucoup, merci. Au revoir. Ne se moque pas, Brigitte. Oui, ce livre est bien sérieux, même avec des noms pareils. Effnie dit, j'ai 76 ans, je viens de tomber amoureuse. Alors quand j'entends dire Annick à 43 ans, sa vie est finie, je ne l'admets pas pour ma part. Je ne m'attendais pas du tout à tomber amoureuse maintenant. Fanny, il faudrait que vous nous appeliez vraiment pour nous parler de cette belle histoire d'amour. Je compte sur vous. Très belle nuit à vous, faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h sur Europe 1, l'heure des infos, présentée par Émilie Bonneau. Bonsoir Émilie. Bonsoir Caroline. Bonsoir.